Alors, merci beaucoup d'être là pour cette présentation sur les fausses nouvelles en santé. Je sais qu'il y a beaucoup de pression. Je sais qu'il y a beaucoup de monde aussi. On a même fait une entrevue hier à Radio-Canada en Saskatchewan. Donc, j'espère que ça va être à la hauteur. Donc, je suis Karine Toupin-April, professeure agrégée à l'Université d'Ottawa. Et j'ai mon co-présentateur, Drayton Moulinda-Bigui, qui est un étudiant à l'Université d'Ottawa. Donc, cette présentation-là a été conçue au départ, il y a 2 ans. Et c'était une présentation vraiment, on voulait amener cette présentation-là dans les écoles secondaires dans la région d'Ottawa. Et Drayton était à l'époque à l'école secondaire. Et l'objectif, c'était de donner de l'information aux étudiants des écoles secondaires sur les fausses nouvelles en santé et comment, en fait, essayer de ne pas partager les fausses nouvelles en santé pour, dans le fond, rendre le problème pire là, des fausses nouvelles et leur impact justement sur la santé des gens. Maintenant, il y a eu la pandémie de COVID et puis la pandémie a changé tout dans nos vies. Et en même temps, ce que ça fait, c'est que ça a rendu, je pense, cette présentation-là encore plus importante. On a ajouté de l'information sur COVID et donc, c'est ça qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, Drayton est là aussi avec moi, donc je ne sais pas si vous le voyez. OK. Donc, on va commencer. Donc, mes conflits d'intérêts potentiels, toujours important quand on parle, quand on fait une présentation. Donc, je reçois du financement de plusieurs organismes qui financent la recherche. Je ne reçois pas d'argent, par exemple, de compagnies qui désirent faire de l'argent, dont le but est de faire de l'argent. Et je suis aussi une des éditrices du groupe Cochrane musculosquelettique, donc qui est un groupe de recherche qui fait des revues systématiques de la littérature. Donc, Drayton va commencer avec juste un petit exemple sur le régime des groupes sanguins, juste pour vous montrer un tout petit peu qu'est-ce que ça veut dire nouvelles en santé, est-ce qu'elles sont fausses ou est-ce qu'elles sont vraies. Donc, vas-y, Drayton. Il semble avoir un problème technique, Dr. April. Il semble avoir été sorti de la réunion. Donc, ah, OK. L'admettre, mais si vous voulez continuer. OK. Donc, je vais continuer. Donc, le régime des groupes sanguins. Donc, pour mieux comprendre un peu là, les fausses nouvelles, on va montrer un exemple. Donc, le régime des groupes sanguins. Donc, le régime des groupes sanguins, je ne vais pas aller en détail sur le régime, mais c'est un régime qui se base sur les groupes sanguins. Donc, dépendamment du groupe sanguin que vous avez, vous devriez manger différents types d'aliments. Et donc, par exemple, on a donc le groupe sanguin A, par exemple, qui digère mal la graisse animale. Ça consiste d'aliments frais comme des légumes, des fruits, du poisson, des huiles végétales. Ça exclut les produits laitiers et les produits céréaliers, par exemple. Le groupe sanguin B est reconnu pour pouvoir digérer une plus grande variété d'aliments que le groupe sanguin A. Il inclut des produits laitiers, certains produits céréaliers, certaines viandes, mais ça exclut le poulet et le porc. Donc, tout ça, il y a dans le fond une théorie sous-jacente qui fait que ce sont les aliments qui sont recommandés. Donc, le groupe AB peut digérer la plupart des aliments. Le régime idéal pour ce groupe-là, ça exclut la viande rouge, le maïs, le haricot. Donc, ça inclut, par exemple, des viandes blanches comme la dinde, par exemple, et le poisson. Le groupe sanguin, donc, c'est ça. Donc, ça, c'est pour le groupe AB. Et le dernier groupe, c'est vraiment un groupe riche en protéines, donc avec beaucoup de viande rouge. Donc, ça a été développé par le docteur Adamo. Le docteur d'Adamo, a écrit un livre qui est un best-seller et où il décrit justement la théorie. Et la théorie, ce que c'est que ça dépend vraiment... je vois que Drayton est dans la salle d'attente. Oups! OK. Donc, ça dépend vraiment des lectines dans la nourriture et puis ça interagit avec le sang. Donc, dépendamment de votre groupe sanguin, ça va, dans le fond, créer des problèmes de santé. Donc, c'est ça un peu la théorie sous-jacente. Donc, voici des témoignages. Donc, je ne sais pas si Drayton est revenu dans la salle. Oh oui, pardonnez-moi, Non, l'Internet. c'est correct.
c'est correct, Drayton. Regarde, vas-y avec les témoignages. J'ai fait les groupes sanguins tranquillement, là. Ok. Donc, plusieurs personnes ont essayé le régime associé à leur groupe sanguin et ont eu de bons résultats. Exemple, un meilleur sommeil, un balancement de ces hormones, peau plus claire, une perte de poids remarquable, qui a une amélioration de leur système immunitaire, etc. Donc, selon vous, est-ce que ce régime alimentaire fonctionne? Est-il sécuritaire? Et désirez-vous l'essayer? En effet, d'après vous, est-ce que cette information est crédible? Oui ou non? Donc, vous pouvez voter. OK. Donc, je pense que je vais arrêter le polling. Donc, je ne sais pas si vous voyez les résultats. Ah oui. Donc, OK. donc, en général, on a eu 30% qui ont dit oui, c'est crédible. Et on a eu 70% qui ont dit non, ce n'est pas crédible. Donc, intéressant. On va avoir d'autres petites questions aussi un peu plus tard pour voir votre opinion. Donc, parfait. Donc, Drayton, veux-tu y aller avec cette diapositive-là? Puis après ça, on va... Oui. En réalité, ce régime alimentaire n'est pas basé sur des données probantes, c'est-à-dire des preuves scientifiques. En effet, sur le site web, Facebook et les livres écrits par Dr. D'Adamo semblent démontrer que ce régime est efficace. Une revue systématique n'a pas pu confirmer l'efficacité du régime des groupes sanguins. Ceci nous amène au sujet de notre présentation. Comment reconnaître les fausses nouvelles et que faire pour diminuer leur impact? Parfait. Donc, les fausses nouvelles en santé peuvent avoir un gros impact. Avant cette dernière année, je pense que déjà, on avait quand même des données scientifiques qui parlaient des fausses nouvelles en santé et on essayait quand même de s'attaquer aux fausses nouvelles. Mais je dirais que dans la dernière année, c'est devenu encore pire avec l'épidémie de COVID, comme vous le savez. Donc, en général, il y a un très grand nombre de fausses nouvelles, surtout sur les médias sociaux. Et en général, on peut dire que les gens partagent beaucoup cette information parce qu'ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux, surtout étant donné, par exemple, le fait qu'on est plus à la maison. Donc, on a des petites questions juste pour avoir un peu une idée de à quel point vous êtes satisfait de la façon dont vous obtenez vos nouvelles en santé. Donc, êtes-vous satisfait de la façon dont vous obtenez vos nouvelles en santé? Donc, vous pouvez voter. Donc, on va attendre juste un tout petit peu. Ça change un peu les résultats. Donc, on a quoi? 28 personnes qui ont voté, 29. OK, donc il y a 30 personnes qui ont voté. Je laisse deux autres petites secondes. OK, parfait. Donc, on a dit oui parfaitement. Donc, il y a quand même seulement 7% des gens qui ont dit qu'ils étaient satisfaits de la façon dont vous obtenez des nouvelles en santé, qui est quand même très peu. Assez satisfait. Je suis capable de trouver de l'information crédible la plupart du temps, donc c'est bien. Maintenant, une des questions qu'on peut se poser, c'est quand on trouve de l'information puis on est satisfait, est-ce que l'information est vraiment crédible nécessairement? Et finalement, non, je ne sais pas où me tourner pour trouver de l'information crédible. Donc, 13% quand même. Donc, très intéressant. OK, donc merci d'avoir répondu. Parfait. Donc, on a une autre question ici. Quelle source d'information avez-vous le plus tendance à croire? Donc, je pense qu'il va y avoir un poll. Donc, opinion d'un expert. Donc, je vous demande la source. Laquelle de ces sources-là vous avez plus tendance à croire? Donc, opinion d'un expert, médias traditionnels, médias sociaux, revue systématique de la littérature et lignes directrices développées par des organisations comme par exemple Santé Canada.
Donc, on va laisser encore juste quelques petites secondes pour répondre. Donc, les lignes directrices, d'après les résultats que je vois, les lignes directrices ont l'air un peu plus élevées que le reste. On va voir. Donc, on a encore quelques personnes qui n'ont pas voté. OK. Donc, ce qui gagne, c'est vraiment les lignes directrices développées par des organisations comme par exemple Santé Canada. Donc, 55% d'entre vous avez dit que vous faites plus confiance à cette source-là. Ensuite de ça, on va à opinion d'un expert. Et ensuite, revue systématique de la littérature. Et finalement, médias traditionnels. Et 0% ont mis médias sociaux. Donc, c'est intéressant. Puis on sait que beaucoup de fausses nouvelles sont véhiculées sur les médias sociaux. OK? Très intéressant. OK. Et dernière question. Je m'excuse, on a mis pas mal de questions, mais on voulait un peu apprendre à vous connaître avant la présentation. Donc, voici des ressources et des outils. Donc, on a collaboration Cochrane, Cochrane Collaboration en anglais. On a PubMed, on a l'outil Agree2 et on a le risque de biais, ou par exemple, le risque de biais de Cochrane. Donc, on veut savoir si vous les connaissez tous, vous en connaissez certains ou vous n'en connaissez aucun. Donc, c'est intéressant parce que si on avait, par exemple, beaucoup de gens, de professionnels de la santé, probablement qu'il y en aurait un peu plus qui diraient « je les connais tous ». Des chercheurs diraient « je les connais tous », peut-être, ou j'en connais au moins certains. Je n'en connais aucun, bien, ça va être très intéressant de voir là, pourquoi. Puis ça peut être plus des gens du public. OK, donc voici les résultats. Donc, je n'en connais aucun, c'est 48%. J'en connais certains, 45%. Et je les connais tous, 6%. Donc, intéressant de savoir. J'aimerais savoir c'est qui les 6%. Parfait. Donc, on va en parler. Vous allez voir toutes ces choses-là, on va en discuter durant la présentation. Comme ça, bien, vous allez pouvoir voir si vous apprenez des nouvelles choses. C'est ça un peu l'objectif. OK? Donc, parfait. Donc, merci beaucoup. OK. Donc, voici le plan de la présentation. Alors, on va parler des fausses nouvelles en santé. On va suivre vraiment les objectifs qu'on a définis. On va les décrire, on va dire à quel point elles sont fréquentes, comment elles se propagent, quels sont les impacts, quelles nouvelles sont crédibles, quelle information est crédible, et ensuite de ça, comment prendre une bonne décision en santé, ce qui n'est pas toujours évident. Ça ne dépend pas juste de l'information qu'on reçoit. Ça marche? Donc, les fausses nouvelles en santé, quelles sont-elles? Que sont-elles? Donc, une fausse nouvelle en santé, c'est de l'information erronée ou un mensonge à propos de la santé, publié sur Internet, réseaux sociaux, etc. On a aussi ce qu'on appelle escroquerie, qui est lié aussi. Donc, c'est un contenu qui est trompeur concernant la santé, qui mène à la perte d'argent pour les victimes. Donc, on avait trouvé toutes sortes d'informations aussi sur, justement, des escroqueries en santé. Il y en a quand même pas mal. Aujourd'hui, on va plus se concentrer sur vraiment les fausses nouvelles. Donc, sont-elles fréquentes? Donc, avant COVID, il y a eu une étude qui avait démontré, une étude polonaise qui avait démontré que 40% des liens les plus fréquemment partagés sur les réseaux sociaux contenaient des fausses informations. Ça, c'était avant COVID. Depuis COVID, c'est devenu encore plus un problème. Donc, on a trouvé toutes sortes d'informations depuis le début de la pandémie. Donc, par exemple, que je pense en Italie, chaque jour, il y a environ 46 000 nouvelles citations, on dit posts, sur Twitter qui contenaient de la fausse information. Ça, c'était chaque jour. Donc, on peut s'imaginer, à travers le monde, chaque jour, il y a combien de fausses nouvelles qui sont véhiculées. Donc, en général, dans cette étude-là, qui était avant la pandémie, ce qu'on avait comme mots-clés surtout, donc les instances de fausses nouvelles, étaient surtout liées au sida, à la vaccination, à l'hypertension, au cancer et au VIH. Depuis l'avènement de COVID, l'utilisation des médias sociaux a augmenté de façon fulgurante. Donc, on dit que 75% des gens utilisent plus les médias sociaux qu'avant. Donc, juste après le début de la pandémie, je pense que, bon, tout le monde était un peu plus à la maison. Et il y avait des nouvelles beaucoup plus intéressantes qui venaient chercher notre attention. Hein? Puis tout le monde on avait beaucoup d'incertitudes. On voulait avoir plus d'informations.
environ 50% des fausses nouvelles sur la COVID-19 provenaient des médias sociaux. L'autre 50% provenait des individus, des politiciens, surtout un politicien en particulier, donc il nomme Donald Trump. Par contre, il faut toujours mettre un grain de sel parce que il faut toujours regarder cette étude-là, par exemple, d'où elle a été faite, qui sont les auteurs. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais même moi, quand je cherche l'information, pour faire cette présentation-là, il faut que je regarde mes sources d'information. Et puis, je sais que des fois, il y a des petits biais que certains auteurs peuvent avoir. Donc, tout ce qu'on sait vraiment, c'est que les médias sociaux ont beaucoup, beaucoup véhiculé des fausses nouvelles et continuent à le faire. Et des individus, mais des politiciens aussi l'ont fait, des sites web et des journaux. Donc, ça vient vraiment de partout. Il y a 3 formes, donc les fausses déclarations, les théories du complot, quand on dit conspiracy theories, les traitements aussi pseudo-scientifiques. Donc, ça, c'est vraiment les 3 formes qui étaient les plus communes. Donc, comment se propage-t-elle? Donc, partage, partage, partage. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je dirais que souvent maintenant, les gens qui vont sur Twitter, sur Facebook, on aime ça aimer quelque chose, on aime ça retweeter quelque chose. Et ce qui se passe, c'est que c'est partagé énormément. Avant la COVID, c'était partagé déjà énormément. Et depuis le début de COVID, je n'ai pas pu trouver des chiffres exacts. Je pense que c'est vraiment juste exorbitant. Là. Mais ça arrive tous les jours qu'il y a des fausses nouvelles qui sont juste partagées. Donc, les gens souvent vont voir quelque chose d'intéressant. Ils vont dire « Ah, c'est intéressant, c'est quelque chose de nouveau, je ne le savais pas. » Ils vont prendre ça comme si c'était de l'information rigoureuse, crédible, et ils vont tout de suite retweeter. Et donc, ça mène vraiment à un gros problème. Pendant la pandémie, on a encore plus de partage. On a plus de gens sur les réseaux sociaux, plus de nouvelles spectaculaires, comme j'ai dit. Donc, il y a des gens qui ont parlé de la pandémie de mauvaise information. Puis je pense que certains d'entre vous l'ont sûrement entendu. On parle de la pandémie de COVID-19, mais on parle aussi d'une pandémie de mauvaise information. La mauvaise information circule extrêmement rapidement partout à travers le monde. Quels sont ces impacts? Donc, des impacts énormes. Des problèmes de santé chez les individus. On peut dire que n'importe qui prendrait de la mauvaise information sur, par exemple, un régime alimentaire peut avoir des conséquences négatives sur sa santé. N'importe qui peut prendre un médicament qui n'est pas approuvé pourrait endommager sa santé, même si ce sont, par exemple, des traitements qui sont naturels. Ça peut quand même. Également, des problèmes en santé publique. Avec la COVID-19, on a vraiment vu l'impact sur la santé publique. Donc, il y a eu des études qui ont démontré que le partage d'informations a vraiment mené à une moins bonne adhérence aux lignes directrices de la santé publique. Donc, si on voit, par exemple, que le masque ne fonctionne pas, que le masque ne donne rien, si on voit, on va moins porter le masque. Si on voit que le vaccin vraiment a beaucoup d'effets secondaires, même si ce n'est pas nécessairement prouvé hors de tout doute, on ne va pas vouloir aller prendre le vaccin. Et ça, je pense que c'est vraiment problématique. Il y a 2 ans, la plupart des fausses nouvelles, quand quelqu'un décidait de prendre ou non un traitement, c'était plus sa santé qui allait être affectée. Maintenant, on le voit avec les maladies infectieuses, puis les maladies infectieuses reviennent. On l'a vu, ils reviennent depuis plusieurs années. Avec les maladies infectieuses, c'est différent. Ce n'est pas juste nous, ce que nous faisons a un impact sur les autres aussi. Donc, ça veut dire que toute la santé publique est affectée, la santé des populations, et c'est bien sûr les gens les plus vulnérables qui sont affectés le plus. C'est aussi des coûts élevés pour les individus et la société. Puis je dirais que c'est des coûts en argent pour le système de santé, pour les gouvernements, des coûts aussi émotionnels énormes. Puis je pense qu'on le sait tous. Puis je pense que s'il y a des professionnels de la santé ici là, sur l'appel, je vois qu'il y a certains des médecins sur l'appel, je ne peux même pas imaginer l'impact que ça a sur vous. Un impact énorme. Donc, excusez, je vois là, OK. Quel site est le plus crédible? Donc, je vous donne une petite question. Quel site ici serait le plus crédible? Donc, je vous donne 2 exemples de sites avec l'information en santé. Un, c'est le site de la collaboration Cochrane, donc qui donne de l'information sur une revue systématique de la littérature sur les vaccins pour prévenir la variole. OK? Donc, on a un résumé. Je pense que celui-là, c'est comme un genre de lay summary qu'il appelle. Donc, c'est un résumé fait pour le public
d'une étude. Souvent, ces études-là vont avoir des pages et des pages. Donc, les revues systématiques peuvent être des très, très longs textes. À droite, on a une opinion d'un médecin et qui parle justement de la vaccination, puis qui donne son opinion sur la vaccination. Donc, lequel d'entre les deux on devrait croire le plus? OK, donc je ne sais pas s'il y en a qui me mettent dans le chat. C'est correct si vous ne voulez pas le mettre dans le chat. On va en parler après. On va donner la réponse. Je pense que certains d'entre vous le savent déjà. C'est quoi la réponse? OK. Donc, pour savoir quelles nouvelles sont crédibles, en général, il y a 5 questions qu'un institut aux États-Unis, un institut là, National Institutes of Health, a recommandé. Donc, les 5 questions sont le qui, quoi, quand, où et pourquoi. Donc, je vais juste passer à travers ces questions-là parce que je trouve que c'est une bonne idée de passer à travers quand on voit de l'information en santé. Donc, le qui. Qui dissémine l'information? Qui vous donne l'information? Donc, ici, on voit des célébrités, des gens connus. Est-ce qu'on devrait croire ce que ces gens-là disent? Est-ce qu'à cause de leur statut de célébrité, on devrait penser qu'ils nous amènent de la bonne information? Donc, il faut faire très, très attention. Je pense par exemple juste à Dr. Oz, qui a parfois, il y a des choses intéressantes sur son émission, mais il y a certaines choses qu'il a dit qui étaient vraiment plus ou moins appropriées. Puis, on peut vraiment dire que ce n'était pas de l'information crédible. Donc, il faut toujours garder l'œil ouvert, puis il faut toujours être assez critique. Tout ce qui est dit, que ça vienne d'une source comme ça, d'une personne connue, ce n'est pas nécessairement vrai. Donc, il faut toujours rester un peu aux aguets et penser que l'information n'est pas toujours vraie dès le départ. OK? On a Donald Trump aussi, bien sûr, qui a donné beaucoup d'informations qui n'étaient pas du tout crédibles, qui n'étaient pas du tout fondées sur des données probantes. Donc, on voit aussi Facebook, Twitter, donc toujours faire attention. Donc, il faut vraiment regarder les sites, il faut vraiment regarder les sources quand on a de l'information. Il y a aussi des sites Internet qui sont crédibles. Donc, on a des sites où on peut faire des recherches. Donc, on peut rechercher, par exemple, des articles scientifiques. On peut rechercher de l'information aussi qui va être de meilleure qualité. Donc, Google Scholar est un de ces sites-là. Il y a aussi PubMed. Donc, PubMed, ça vous permet d'entrer des mots-clés et d'avoir de l'information. Donc, vous pouvez voir quels articles ont été publiés à propos de votre sujet. Ça va vous donner un résumé. Donc, par exemple, si vous dites, mettons, vaccination, COVID, AstraZeneca, je donne un exemple, vous pouvez mettre ces mots-clés-là, regardez qu'est-ce qui va ressortir. Puis, il va y avoir des articles scientifiques sur le sujet. Il va y avoir des résumés scientifiques pour chacun des articles. Donc, vous pouvez cliquer et voir l'information. Un des problèmes, je dirais, c'est que souvent, ces articles-là ne sont pas ouverts au public. C'est-à-dire, les universités, par exemple, vont payer des frais pour avoir accès à tous les journaux. Maintenant, il y a de plus en plus de journaux scientifiques qui sont ce qu'on appelle open access. Donc, l'accès est pour tous. Ça veut dire que vous pouvez aller sur PubMed, vous trouvez un bon article que vous trouvez qui a l'air intéressant, qui a l'air bien. Vous pouvez avoir accès, vous, même si vous n'avez pas payé pour le journal. Mais je dirais que ça s'en vient tranquillement, que les journaux soient plus comme ça, plus ouverts. Mais une des limites de ça, c'est une fois que vous avez votre article scientifique, comment est-ce que vous pouvez juger de la qualité de l'article scientifique? Et on va en parler un petit peu plus tard. Mais une chose est sûre, que vous regardiez n'importe quel site Internet, s'il y a des références à des articles scientifiques, c'est déjà un bon signe qu'ils ont été chercher des données probantes, donc des preuves scientifiques. Ensuite de ça, on a Collaboration Cochrane. Donc, Collaboration Cochrane dont j'ai déjà parlé. Donc, vous pouvez trouver des revues systématiques de la littérature. Donc, exemple, je sais qu'il y a une revue systématique des vaccins chez les enfants, par exemple. Donc, vous pouvez faire une recherche dans Cochrane Collaboration sur leur site web et vous allez pouvoir trouver au moins un résumé très facile à comprendre pour le public. Vous avez aussi le résumé scientifique, donc plus complexe avec plus de chiffres, plus de statistiques. Et vous avez la revue complète qui est souvent très, très longue, auquel vous n'allez peut-être pas avoir accès, parce que je ne suis pas sûre que c'est vraiment accessible à tous, mais il faudrait que je vérifie. Ça marche? Donc ça, c'est vraiment des bons sites pour trouver de l'information scientifique.
Vous avez aussi tous les sites des associations. Donc, vous avez beaucoup d'associations qui sont crédibles, qui vont donner de l'information. Je pense, par exemple, la Société de la retraite, l'Association médicale canadienne. Donc, en général, ce sont des bons sites à visiter. C'est mieux de visiter ça que de juste googler, googler quelque chose, puis trouver n'importe quel site web que vous ne connaissez pas. OK? Aussi, quand vous trouvez un site web, toujours regardez, par exemple, qui finance le site, est-ce qu'ils vendent des produits, des choses comme ça. Donc, ces sites-là, en général, ne vont pas vendre des produits. Donc, c'est vraiment de l'information qui devrait être assez, pas trop biaisée, par exemple, par des conflits d'intérêts. Ensuite de ça, vous avez les sites des hôpitaux, comme par exemple, vous avez la clinique Mayo. Je vais parler plus tard d'aide à la décision, qui sont vraiment très intéressantes. La clinique Mayo a des aides à la décision. L'hôpital des enfants de Toronto a un site super avec plein d'informations aussi en pédiatrie. Et il y a plein d'autres sites. Ça, c'est juste des exemples ici. Donc, sur les médias sociaux, qu'est-ce que vous pouvez faire sur les médias sociaux? Quand vous avez un message sur les médias sociaux, vérifiez toujours la source et vérifiez la crédibilité de la source et vérifiez, vous pouvez avoir une coche de vérification. Donc, quand vous avez cette coche-ci de vérification, ça veut dire au moins que c'est vraiment Harvard University, c'est la vraie. Ce n'est pas quelque chose de faux. Donc, au moins, vous vous assurez que ça, c'est une vraie organisation. Et donc, ce n'est pas quelqu'un qui essaie de se faire passer pour Harvard University, par exemple. Et ensuite, vous devez toujours regarder ce qu'il donne comme information, puis essayer d'aller chercher la source primaire. Hein? Parce que souvent, on a « Ah, voici ce que telle étude a dit », puis on ne trouve pas la référence à l'étude. Donc, c'est toujours bon d'aller essayer de trouver la source primaire. Donc, quoi? Notre deuxième question, quoi? Est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. OK, je regarde juste les commentaires. OK. Hop, pardon. C'est ça qui se passe quand je regarde les commentaires. Ça arrête les... Oh, excusez, pardon. OK, est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Donc, quand quelque chose a l'air trop beau pour être vrai, il faut toujours être encore plus à la guet, aux aguets. Ça marche. Le message aussi, quand quelque chose marche à 100%, quand quelque chose est miraculeux, incroyable, quand quelque chose est parfait, quand c'est 10 000 fois plus puissant que la chimiothérapie, on peut se poser des questions. Juste, dans le fond, lire des commentaires comme ça, tout de suite, ça nous met la puce à l'oreille que probablement que ce n'est pas vrai. En recherche, n'importe quelle information, je dirais, qui provient de la recherche, on n'est jamais sûr à 100%. Il y a beaucoup d'incertitudes. Puis je vois que le docteur Roy est là, puis il aime ça parler d'incertitudes en santé. Donc, je sais que quand on voit que quelque chose est 100% sécuritaire, 100% sûr, 100%, en général, il faut toujours être prudent parce qu'en recherche, en général, rien n'est 100% sûr. Puis je vais vous donner un exemple. J'aime beaucoup Dr. Fauci Dr. Fauci, souvent, les gens vont lui poser des questions, puis les gens veulent avoir une réponse là, sûre, nette, claire. On est sûr à 100% que ça marche pour tout le monde. Mais Dr. Fauci, ce qu'il va dire souvent, c'est qu'il va dire, oui, pour telle personne, dans telle circonstance, à tel moment, ça peut marcher. Et j'aime beaucoup quand il fait ça parce que c'est vraiment démontré qu'il y a de l'incertitude et ça dépend du contexte. Donc, on ne peut pas juste dire une chose marche pour tout le monde. Si un traitement marche pour tout le monde, c'est probablement pas vrai. OK? Donc, ça met tout de suite la puce à l'oreille. Ensuite de ça, pourquoi? Quel est l'objectif des gens qui ont un site Internet? Est-ce que c'est de vendre leurs produits? Quelqu'un qui veut vendre un produit va toujours dire que c'est le meilleur produit au monde. Donc, on ne peut pas vraiment se fier à ça. Est-ce qu'il y a aussi un conflit d'intérêts? Est-ce que, par exemple, il y a des compagnies pharmaceutiques, des compagnies de produits de santé naturelle qui financent, par exemple, un site web? Ou est-ce que c'est eux qui ont même mis l'information, par exemple, sur Facebook, sur Twitter? Donc, j'avais entendu parler, par exemple, de groupes sur Facebook où ils veulent justement ces certaines vitamines et puis ils disent, la vitamine va vraiment, à la place de la vaccination, prenez des vitamines. Mais en même temps, c'est une compagnie qui vend les vitamines. Donc, déjà, ça nous dit, déjà, c'est problématique. Ensuite, donc, c'est ça, regardez les sponsors, par exemple, les gens qui financent un site web. Ça marche? Donc, à chaque fois que vous allez sur un site web, il faut toujours faire attention. Un des autres éléments, même les articles scientifiques peuvent avoir l'air scientifiques, puis ils ne le sont pas.
Donc, il faut faire très attention. Il y a toutes sortes de journaux scientifiques. Il y a le New England Journal of Medicine, que beaucoup de monde connaissent comme un très, très bon journal scientifique. Mais là, je suis sûre, je pense à un moment donné, j'ai reçu un courriel du New England Scientific Journal. Donc, le but, c'est juste d'essayer de ressembler au journal, mais dans le fond, ce n'est pas un journal qui est aussi bon. Et des fois, les articles ne vont pas être revus par les pairs. Revus par les pairs, ça veut dire que ça va être revu par d'autres scientifiques, d'autres gens qui ont une expertise dans le domaine. Le problème, si moi, je soumets un article scientifique à un journal et que le journal le publie tout de suite sans être révisé par les pairs, moi, je peux avoir fait écrit un article qui n'est pas très bon, qui n'est pas rigoureux scientifiquement. En général, vraiment, c'est important que ça soit revu par les pairs. Donc, quand, par exemple, aux États-Unis, on parle de ça, du fait que, par exemple, certaines découvertes scientifiques ont été mises partout, là, publiquement, sur Facebook, sur Twitter, partout, sans avoir été revues par les pairs, il faut faire très attention, c'est dangereux. Parce que ce qu'on dit un jour, le lendemain, quand un scientifique le regarde, il peut dire « Oh non, mais je ne suis pas d'accord parce qu'il y a des biais. » Et donc, à ce moment-là, ce n'est plus vrai l'information. Et je dirais que ça a miné un peu la confiance du public. Hein? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi qu'on voit une information un jour, l'autre jour, on voit une autre information. Et donc, ça rend notre confiance là, envers justement les scientifiques un peu, ça la diminue un peu. C'est dommage. Donc, je pense qu'il faut toujours croire en la science. Parce qu'il y a des gens qui vont juste dire la science, on n'y croit plus. Je pense que c'est dangereux. Si on fait ça, on retourne au Moyen Âge. Donc, pensez-y bien. Où se trouve l'information? Quel est le niveau de preuves scientifiques? Et quelle est la qualité des preuves scientifiques? Donc, où se trouve l'information? Donc, exemple, est-ce que ça vient d'études scientifiques? Est-ce qu'il y a des sources qui vont à un article scientifique? Vous pouvez avoir, par exemple, le résumé. Regardez, par exemple, si vraiment les auteurs ont vraiment bien dit ce que votre article, par exemple, sur Facebook dit. Ça arrive très souvent qu'un article sur Facebook va dire « Ah, tel traitement fonctionne ». Quand vous regardez l'article, juste le résumé même de l'article, vous allez voir que ce n'est même pas ça qu'ils disent. Ils disent « On a besoin de plus d'études, on n'est pas sûr, il y avait des biais ». Donc, déjà, vous avez votre réponse. Okay? Donc, c'est vraiment la source primaire qui est le mieux. Par contre, il faut aussi regarder deux autres choses. Il faut regarder le niveau de preuve scientifique. C'est quoi le niveau de preuve scientifique? Donc, on a une pyramide des preuves scientifiques. C'est une pyramide où, au bas de la pyramide, on a, par exemple, l'avis des experts. L'avis des experts serait n'importe qui sur Internet qui se dit expert. Elle dit « Ah, telle chose marche » ou « telle chose ne marche pas » ou tout ça, qui donne des avis. Okay? Et plus on augmente dans la pyramide, plus on a des types d'études scientifiques qui sont rigoureuses, qui ont le moins de biais possible. Donc, si vous regardez, par exemple, ici, en bleu pâle, vous avez essai randomisé contrôlé. Donc, ça, c'est comme un essai clinique qui est un essai clinique qui dirait, par exemple, on va essayer un vaccin, on va essayer le vaccin avec un groupe de personnes, on va essayer pas de vaccin avec l'autre groupe de personnes. Ces deux groupes de personnes-là doivent être semblables en presque tout point. Donc, ce qu'on fait au départ, c'est qu'on prend un échantillon et on les divise au hasard. Donc, on ne sait pas qui va aller dans quel groupe. Donc, ça fait que dans les deux groupes devraient être semblables. Donc, on n'a pas rien qui va venir, on n'a pas un groupe, par exemple, qui va être différent de l'autre groupe et puis qui peut amener à des biais. OK? Donc, ça, c'est l'essai clinique. On appelle ça des essais cliniques randomisés avec un groupe contrôle où on randomise. Donc, on met au hasard les gens dans un groupe ou l'autre. Et ça, c'est vraiment pas mal là, ce qu'on dirait le gold standard pour démontrer l'efficacité d'une intervention en santé. Peut-être pas toutes les interventions, mais pas mal d'interventions. On a ensuite de ça, revue systématique. Une revue systématique, ce que ça fait, c'est que ça prend, souvent, ça va prendre beaucoup d'essais cliniques randomisés. Ça va regarder la littérature, trouver plusieurs essais cliniques randomisés et ça va regarder la qualité de chacune de ces études et ça va arriver avec un jugement sur voici ce que les évidences scientifiques ont démontré. Donc, l'intervention fonctionne ou ne fonctionne pas ou on n'est pas sûr à cause de tous les essais cliniques. Donc, en mettant les essais cliniques ensemble, ce que ça fait, c'est que ça améliore, dans le fond, on est plus, excusez-le, je perds le mot, on est plus certain
qu'on a un meilleur estimé. OK? Et on a méta-analyse. Méta-analyse, c'est quand on est capable, avec des statistiques, de mettre toutes ces études-là ensemble en une seule statistique. Donc, on a des statistiques qu'on utilise. Chacun des essais cliniques randomisés va avoir une statistique différente. On va être capable de les mettre toutes ensemble, mettre tous les chiffres ensemble. Et là, ce que ça nous donne un chiffre qui va nous dire est-ce que cette intervention-là est efficace ou pas. Et s'il y a des études qui sont de mauvaise qualité, on trouve 10 essais cliniques, il y en a 3 qui sont de mauvaise qualité, on peut faire une analyse sans ces 3 articles. Donc, 3 articles où il y a des conflits d'intérêts, 3 articles où il y a beaucoup de biais, beaucoup de problèmes dans l'étude. Bien là, on va être capable d'avoir un meilleur estimé. Ça marche? Donc, souvent, ce qu'on va dire, c'est que la méta-analyse, revue systématique, c'est comme le top. C'est là où on est le plus certain qu'on a des bonnes données probantes, des bonnes évidences scientifiques pour quelque chose. Surtout pour l'efficacité des traitements. Ça marche? On a donc l'exemple des revues systématiques. On a les revues Cochrane qui ont été démontrées comme étant très bien développées, très rigoureuses. Pourquoi? Parce que les revues Cochrane, j'ai écrit une revue Cochrane, ça m'a pris du temps, c'était compliqué. Et on a tout on a plein d'éléments qu'on doit suivre. Donc, c'est très, très, très rigoureux. Et on a aussi un autre type de données, les lignes directrices. Les lignes directrices, qu'on appelle en anglais Clinical Practice Guidelines, sont basées sur des données probantes, des preuves scientifiques. Donc, ces lignes directrices-là, lorsqu'elles sont basées sur des bonnes études de bonne qualité, peuvent être très, très bonnes. Donc, ce que c'est que ça prend, ça utilise souvent des revues systématiques de la littérature. Ça va arriver avec, voici ce que les données probantes disent. Et là, on va demander à des experts de regarder les évidences et de donner leur opinion d'experts. Donc, c'est très intéressant. Et ce qu'on fait récemment, encore plus, c'est qu'on prend des patients, donc des patients partenaires, des gens qui ont, par exemple, si c'est des lignes directrices en arthrose, bien, on va demander à des gens qui font de l'arthrose de regarder les données probantes et d'aider à écrire les recommandations. Donc, très intéressant. Donc, si quelqu'un dit « tel traitement, c'est 5 fois par jour, mais ça marche très bien », bien, les patients partenaires vont probablement dire « 5 fois par jour, comment est-ce qu'on peut faire ça dans notre vie? » Donc, peut-être que ça va diminuer un peu la recommandation, donc la force de cette recommandation-là, par exemple. Ça marche? Les lignes directrices ne sont pas des recettes. Donc, il y a des cliniciens qui vont dire « Je suis les lignes directrices, telle personne qui a telle maladie, elle doit avoir tel traitement. » Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas une recette. Ce qu'il faut, c'est vraiment regarder les préférences des patients, puis on va en parler plus tard. Une des façons de faire ça, c'est d'utiliser aussi des interventions comme des aides à la décision. Donc, aider des gens à prendre des décisions, pas juste basées sur les données probantes, les données scientifiques, mais aussi sur ce que le patient, le client veut, sur ce qui est important pour lui. OK. Excusez, c'est comme je pourrais en parler pendant longtemps. Je parle peut-être un petit peu trop. Fait que je vais essayer de me dépêcher pour finir. OK. Donc, la qualité des preuves scientifiques, donc on a une possibilité de fraude. Hein? Il y a des gens, des chercheurs, qui vont publier des études et c'est frauduleux. Ils vont fausser leurs données. Ça arrive. Il y a des chercheurs que leur objectif, c'est qu'ils essayent de reproduire la recherche faite par d'autres et des fois, ils n'arrivent pas à reproduire. Et ils se posent des questions. Pourquoi est-ce que je ne suis pas capable de reproduire la même chose? Peut-être qu'il y a eu fraude. Okay? Donc, ça peut arriver. On regarde, par exemple, certaines des études qui avaient fait le lien entre l'autisme et la vaccination et qui, finalement, avaient été enlevées, dans le fond. On avait retiré l'étude. Mais ça, le problème, c'est que quand une étude sort et quand elle est retirée, c'est terrible parce que ça veut dire que, dans le fond, ça veut dire qu'il y a eu un problème dans le processus, comment ça que l'article a été publié. OK? Mauvaise interprétation de l'information, ça arrive souvent. Les gens vont dire « tel traitement marche », mais ce n'est pas ça que l'article dit. Ça, j'en ai déjà parlé un petit peu. Et on a des conflits d'intérêts. Donc, il y a énormément de chercheurs qui sont aussi cliniciens qui peuvent avoir des conflits d'intérêts. Moi, je vous ai donné ma liste de conflits d'intérêts au début. Ce qu'on ne veut pas, c'est avoir un conflit d'intérêt qui pourrait vraiment être lié
à une intervention dont on parle, qu'on recommande. OK? Exemple, donc j'ai écrit un article, j'ai écrit une revue Cochrane sur le tramadol en arthrose. Je ne pouvais avoir aucun argent donné d'aucune compagnie pharmaceutique pour être la première auteure. Donc, il y a des règles de plus en plus strictes avec ça. Parce que le problème, c'est que sinon, quelqu'un écrit un article, il regarde toutes les données probantes, et s'il y a un gros, par exemple, s'il est payé par une compagnie pharmaceutique, puis qu'à la fin, il dit, ben oui, ce traitement-là doit être recommandé, ben tout le monde peut se poser la question, est-ce que c'est à cause de son conflit d'intérêt? Donc, on essaie d'être de plus en plus strict. Mais ce n'est pas toujours évident. Parce que, par exemple, quand les médecins font des études, comme par exemple des essais cliniques, avec des compagnies pharmaceutiques, ben, ils n'ont pas le choix, dans le fond, pour faire avancer la science, pour prouver que certains médicaments fonctionnent, ben, il faut que les cliniciens soient impliqués, et les cliniciens qui sont chercheurs aussi. Okay? Donc, c'est toujours un peu, c'est difficile comme situation. C'est pas aussi parce que quelqu'un est financé par une compagnie, par exemple, qu'il y a nécessairement un conflit d'intérêt. Et on devrait avoir des gens, justement, qui n'ont pas le conflit. On devrait s'assurer que la compagnie n'a pas d'influence, par exemple, sur le processus de recherche. Donc, ça, souvent, maintenant, c'est écrit dans les articles scientifiques, quand c'est le cas. Qualité des preuves scientifiques, qualité des études. Comment est-ce qu'on s'assure qu'un essai clinique est de bonne qualité? Comment est-ce qu'on peut savoir si une revue systématique est de bonne qualité? Les lignes directrices, comment est-ce qu'on sait si elles sont de bonne qualité? Donc, il y a toutes sortes d'outils pour faire ça. Donc, en général, le public, en général, ne va pas utiliser ces outils beaucoup. Mais je dirais peut-être que, puis je ne sais pas si Drayton va être d'accord quand on va parler après de ça, mais le but, c'est que je pense quand même qu'on devrait éduquer toute la population à comprendre ce qui fait qu'une étude est bonne ou pas bonne. Parce que le problème, c'est qu'en ce moment, on n'est même pas là. En ce moment, on est juste, les gens partagent des choses sans même regarder la source. Donc, si on regarde la source, ça aide. Mais en même temps, d'avoir de l'information, de comprendre comment critiquer la littérature scientifique, c'est vraiment important. Il y a tellement de fois que quelqu'un m'a dit « Ah, dans tel journal, ils ont écrit que tel traitement fonctionne. » Puis ma première réaction, il faut que j'aille voir. Est-ce qu'ils mettent l'étude? L'étude est en cours. Ils n'ont pas de données. Ben là. donc, je trouve que vraiment, c'est très, très important. Donc, ça va avec ce qu'on appelle là, health literacy, littératie en santé, qui est très, très importante. Je pense qu'on devrait, dans les écoles primaires et secondaires, en faire plus. Donc, je vous donne, ici, je vous ai donné des petites réponses là, de votre quiz du début. Le risque de biais de Cochrane, c'est un outil pour voir si un essai clinique a des biais. Donc, il y a d'autres types de risques de biais, d'outils de risque de biais aussi. Pour les revues systématiques, il y a Amstar, qui est un instrument. Tout ça est disponible en ligne là, gratuitement. Et pour les lignes directrices, on a par exemple Agree-to, qui est très bon. Puis ça passe à travers chaque étape de ligne directrice, puis on est capable de voir si on pense que c'est bonne qualité ou pas. J'ai mis ça, puis je sais que c'est peut-être un peu plus pour les professionnels de la santé, mais je pense que le but, c'est ça devrait aussi aller au public. Donc, quand, on a la dernière question qui est le quand, est-ce que c'est récent, très important, des données qui sont anciennes, tout ça, ça change tellement vite en santé qu'on ne peut pas vraiment se fier aux données qui sont trop anciennes. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? En général, et comment est-ce qu'on fait quand on a de l'information? On a de l'information sur le vaccin. Qu'est-ce qu'on fait? On a notre rendez-vous pour aller prendre le vaccin. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, une des façons de prendre des bonnes décisions en santé, c'est ce qu'on appelle la prise de décision partagée, shared decision making. Donc, en général, on a besoin d'informations qui est crédible. On doit regarder l'information sur les avantages et les inconvénients des traitements. Et pas juste d'un traitement. En général, ce qui est mieux, c'est de regarder tous les traitements qui nous sont offerts, qu'on peut prendre, qui sont disponibles pour nous. Donc, on compare les avantages et les inconvénients avec des données crédibles. Ensuite de ça, il faut essayer de trouver qu'est-ce qui est important pour nous. Quelles sont nos valeurs, nos préférences? Qu'est-ce qui est le plus important pour nous en termes d'avantages des traitements et en termes d'inconvénients des traitements?
quels effets secondaires nous font plus peur? Donc, peut-être qu'on va choisir un traitement différent qui va peut-être avoir un peu moins d'avantages, mais un peu moins des inconvénients qu'on veut éviter. Si un traitement est 3 fois par jour versus 1 fois par jour, ça aussi, ça va avoir un impact. OK? Donc, essayez de déterminer ce qui est important pour nous, et une chose, et en parler avec quelqu'un. Donc, la prise de décision partagée avec les professionnels de la santé, c'est probablement la meilleure chose. Vous avez vos professionnels de la santé, vous pouvez discuter avec eux des données probantes, vous pouvez parler de ce qui est important pour vous et prendre un choix et faire un choix éclairé. Donc, c'est plus qu'un consentement éclairé. C'est pas juste consentir, c'est faire un choix. C'est vous êtes en contrôle. Vous êtes en contrôle. C'est comme ça. Je pense que c'est mon anglais, je suis rendue trop anglophone maintenant. Et finalement, utiliser le soutien qui vous est fourni. Et le soutien peut venir d'un professionnel de la santé. Il y a aussi ce qu'on appelle du coaching, decision coaching. Donc, on a des coachs de décision qui peuvent aider à prendre des meilleures décisions possibles. Pas des meilleures décisions selon ce qu'eux veulent pour vous, mais selon vous, vos propres valeurs et préférences. Okay? C'est très centré sur le client. Voici un exemple d'outils d'aide à la décision. Donc, outils d'aide à la décision, il y a plusieurs outils qui ont été développés. L'objectif des outils d'aide à la décision, c'est que ça donne de l'information qui est fondée sur les données probantes, sur les évidences scientifiques, et ça vous demande aussi quelles sont vos valeurs et préférences, et ça vous aide à la fin à prendre une décision et à en discuter aussi avec votre professionnel de la santé. Donc, voici des exemples. Ça, c'est le site web de l'Hôpital d'Ottawa. C'est un groupe. Si vous faites outils d'aide à la décision Ottawa, vous allez le trouver. C'est vraiment, donc, il y a un répertoire des outils d'aide à la décision. Donc, c'est vraiment bien. Donc, par exemple, pendant la pandémie, par exemple, il y a une nouvelle aide décisionnelle qu'ils ont développée. Dois-je aller vivre ailleurs ou rester dans ma maison de retraite? Donc, très intéressant. Et je vous dirais que moi, j'ai un biais un petit peu parce que je développe des aides à la décision, mais je trouve que c'est une bonne façon d'amener les données probantes, mais aussi de vraiment rendre la décision très personnalisée. OK? Parce que vous voulez être sûr que vous prenez la meilleure décision pour vous et non pas juste une décision en général. En ce moment, tout est très controversé aussi avec les vaccins, mais je dirais que je vous dirais, allez chercher de l'information, essayez de déterminer ce qui est mieux pour vous, pour être sûr que vous allez prendre la meilleure décision pour vous. Et puis, les vaccins, c'est la façon de sortir de cette crise, sans aucun doute. Mais il faut aussi que vous soyez sûr de votre décision dans un certain sens. OK, pour ne pas regretter après, par exemple, « Ah, j'aurais pas voulu. » Donc, je pense que c'est important. Il faut rester centré sur nos besoins, mais les besoins de la communauté aussi. On sait que si tout le monde décide de ne pas prendre les vaccins, ça va être un gros, gros, gros problème. Donc, je vous laisse ça ouvert. Donc, quelle source d'information avez-vous le plus tendance à croire? Donc, d'après un peu ce dont on a parlé, l'opinion d'un expert est un peu moins haute sur l'échelle des évidences scientifiques. Les médias traditionnels, les médias sociaux, il peut y avoir quand même pas mal de fausses informations. Les revues systématiques sont vraiment je dirais que c'est une bonne façon d'aller trouver vraiment de l'information parce que ça met ensemble plusieurs études. Donc, c'est pas mal moins compliqué que d'aller chercher chaque étude spécifiquement. Les lignes directrices aussi peuvent être très bien si elles sont bien développées, basées sur les données probantes. Et finalement, je pense que j'ai parlé de tout ça. Collaboration Cochrane, PubMed, outils Agree2 et risque de biais. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais je pense qu'au moins vous avez appris un peu des nouvelles choses. Donc, en résumé, il y a beaucoup de fausses nouvelles. Il faut vraiment s'en méfier. Il faut vraiment toujours rester ouvert à toutes les nouvelles informations. Je dirais, une des choses que je dirais pour finir aussi, c'est très souvent, on est campé dans nos positions. Hein? Les gens, soit on n'aime pas le vaccin, soit on aime le vaccin. Soit on veut les masques, soit on ne veut pas les masques. Et je pense que c'est vraiment, vraiment important de toujours rester ouvert. C'est-à-dire, demain matin, il y a une nouvelle étude qui montre que telle chose fonctionne. Il faut que je sois capable de la trouver. Il faut que je sois capable de m'ouvrir l'esprit et de dire peut-être que j'avais tort.
Je pense que ça, c'est le plus important. Parce que des fois, on voit des gens qui sont tellement campés dans leur position que ça ne peut pas mener à rien de bien. Utilisez les 5 questions, les 5 Q pour regarder les sources de l'information et essayer de prendre les meilleures décisions en santé, comme j'ai dit là, avec utiliser de l'information crédible, essayer vraiment de déterminer ce qu'on veut et en parler à des gens, des professionnels ou des coachs, par exemple. Donc, je pense que c'est tout. J'ai l'impression que j'ai parlé beaucoup trop longtemps. Donc, je pense que Drayton aussi, si tu veux, on peut avoir une petite discussion à propos de ça. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais regarder le chat aussi. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui, s'il vous plaît. Oui. Merci beaucoup, Karine. Merci infiniment. J'ai beaucoup appris là dans ce domaine. Et j'ai une question, s'il vous plaît. Pour quelqu'un, par exemple, qui voudrait créer, bon, je sais qu'une seule personne ne peut pas créer un journal scientifique, mais qui peut créer, par exemple, un ISSN ou un ISBN. Est-ce que vous recommanderiez à cette personne de lier ses résultats, les numéros de ses publications, ou un Google Scholar, ou au PubMed, ou à la collaboration Cochrane? Donc, vous voulez dire si vous donnez de l'information, lier cette information, c'est ça? Oui, oui. Oui, je pense que, donc par exemple, on a développé une aide à la décision pour la douleur là, chez les enfants qui font de la retraite. Puis, chaque information qu'on donne, il y a un lien qui mène à PubMed. Il y a un lien qui mène à l'article scientifique spécifique sur PubMed. Ça veut dire qu'on peut, si on a le numéro de sa publication, on peut la connecter au journal PubMed. Pardon, je ne comprends pas. Je n'ai pas vraiment bien compris votre question encore. On entend très mal. Est-ce que je peux vous demander d'écrire la question dans le clavardage et je la poserai à Dr. Toupin-April pour vous? Plus tard, ou bien vous voulez que je reprenne maintenant? Juste l'écrire dans le clavardage, puis je vais la poser pour vous. Oui, mettez-la dans le clavardage. Je pense que c'est bien. C'est parfait. Okay. Parfait. Donc, mais je pense que c'est vraiment intéressant. Je pense qu'à chaque fois qu'on donne de l'information, que ce soit n'importe où, on devrait vraiment lier aux sources primaires. Sinon, on n'a pas de façon de trouver si l'information est vraie ou pas, ce qui est un problème. Donc, il y a quelqu'un aussi qui m'a écrit, par exemple, bon, il y a des gens qui profitent, par exemple, pour vendre des livres. Hein. Il y a des gens qui veulent, définitivement, qui veulent faire de l'argent. Infodémie. Oui, quelqu'un qui dit on parle d'infodémie. Je sais, j'ai vu infodémie, mais savez-vous quoi? Je ne l'ai pas mis parce que la source, je n'étais pas sûre de la source. C'est ironique. Hein? Oh, c'est vrai, c'est difficile de trouver des bonnes données crédibles. Ça prend un peu plus de temps parfois. Mais j'ai vu infodémie, je l'ai vu. Je ne savais pas qui l'avait dit la première fois. C'était ça mon problème. Alors, Dr. Toupin-April, la question est-elle, peut-on lier sa publication avec PubMed? Si oui, comment? Donc, en général, quand on publie, je ne sais pas si c'est ça que vous voulez dire, si on publie un article scientifique dans un journal qui est reconnu, en général, ça va être indexé dans PubMed automatiquement. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question. Par exemple, quand on veut écrire un article scientifique, on choisit le journal scientifique. Donc, c'est important de choisir un bon journal scientifique revu par les pairs. Et en général, ça va être indexé à PubMed. La plupart des journaux sont indexés à PubMed. C'est-à-dire que ça va apparaître automatiquement dans PubMed si on publie quelque chose, ouais, dans un journal scientifique. Merci beaucoup. Donc, il y en a qui m'ont écrit Cochrane, je ne sais pas là. Il y en a qui m'envoient des choses avec des points d'exclamation. Je sais que j'ai un biais avec Cochrane. Donc, est-ce qu'il y en a qui avaient des questions spécifiques sur ça, sur les revues thématiques, les lignes directrices? Oui, bonjour. Bonjour.
Ah, OK. Je savais pas si vous m'entendiez ou non. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez ou si vous connaissez le pharmacien parce que lui, il donne aussi des très bonnes lignes directrices pour vérifier l'information. Son émission aussi, elle est excellente parce que justement, il a fait une émission sur l'agriculture bio. Donc, il disait non, c'est pas mieux pour la santé. Et aussi, entre autres, il disait que l'agriculture bio avec des spécialistes que c'était pas meilleur pour l'environnement. Au contraire, ça donnait des résultats assez mitigés parce que c'était du cherry picking qui appelait parce que l'agriculture bio dit ben, c'est juste un exemple là. Ah, c'est juste des produits naturels. Ouais, mais l'arsenic, c'est naturel. Donc, ils peuvent l'utiliser en agriculture bio. Donc, c'est juste ça. Donc, je veux seulement savoir si pour vous, le pharmacien, c'est quelque chose que vous recommanderiez. Puis aussi, si vous connaissez d'autres outils d'aide à la décision. Merci. Oui. Ben, pour le pharmacien, j'en ai entendu parler. Puis je trouve qu'il fait vraiment un bon effort de vulgariser l'information scientifique. Je peux pas me prononcer à 100% parce que j'ai pas vu exactement toutes ces références. Des fois, je sais que je parlais à des cliniciens qui n'étaient pas nécessairement d'accord avec certaines choses qu'ils avaient dit. Mais écoute, c'est tellement, ça dépend vraiment de chaque sujet qu'ils regardent, chaque intervention qu'ils regardent. Je veux dire, il faut regarder c'est quoi ses sources, tout ça. Puis, je n'ai pas regardé ses sources bien pour savoir, tu sais. Mais je sais qu'il a dit que certaines choses ne fonctionnaient pas. Puis, je sais que certains cliniciens que je connais qui utilisent des interventions comme ça n'étaient pas trop contents. Ça, je sais ça. Mais je vais vous avouer que moi, mon seul bémol, c'est n'importe quelle opinion d'expert. Il faut essayer de regarder sur quoi ils se basent pour dire les choses qu'ils disent. Fait que, pour moi, par exemple, si je regarde quelque chose que le pharmacien dit, puis je regarde c'est quoi les sources, puis est-ce qu'il utilise des bonnes, par exemple, méta-analyses de bonne qualité, des bonnes lignes directrices de pratique de qualité, bien là, à ce moment-là, je dirais oui, j'ai confiance. Donc, je ne ferais pas confiance juste à la personne qui dit les choses, mais vraiment plus sur quoi c'est basé. Donc, je pense que s'il y avait une bonne méta-analyse, une bonne revue systématique, par exemple, s'il y a moins d'études, des fois, il y a moins d'études, des fois, il n'y a juste pas beaucoup d'études. Mais là, à ce moment-là, des fois, on ne le sait pas. Donc, ça, je pense que c'est important de dire aussi que des fois, on ne sait pas. Ben, justement, lui, je trouve que c'est un bon, parce qu'il est neutre, parce que justement, il cite le Cochrane, aussi Science-Based Medicine, entre autres, et puis il dit, quand il dit les études et les essais cliniques sont non concluants, il faut le dire. Donc, lui, c'est vraiment une revue de la littérature. Ses bandes dessinées aussi, il y a tout le temps les ressources aussi. Donc, en tout cas, il faudra aller voir, là, mais lui, personnellement, je lui fais confiance. Donc, oui, mais tu vois, je pense que c'est très, très bon comme point de vue. Puis je te dirais que le fait que tu aies regardé qui parlait de revue Cochrane et de sites et de revues thématiques, je pense que c'est ça qui rend encore mieux. Tu sais? Oups, je ne sais pas pourquoi je suis sur le... Docteur Toupin, après, je vais vous poser une question qui est revenue à deux fois dans le clavardage. En fait, il demande s'il y a des outils pour mieux informer les jeunes et peut-être Drayton sera une aide pour cette question-là. Donc, est-ce qu'il y a un petit truc simple pour peut-être un peu mieux aligner les jeunes sur les fausses nouvelles, mieux les informer? Donc, pour les jeunes spécifiquement? Oui. OK. Bien, je pense... c'est pour ça qu'on voulait faire le projet, hein, Drayton? Ouais. Je pense qu'on pensait que les jeunes du primaire, du secondaire avaient besoin d'un petit coup de pouce pour être capable de reconnaître l'information puis d'aller trouver, oui. Mais je sais pas, moi je pense pas qu'il y a vraiment un truc simple, mais je pense qu'il faut juste commencer tôt, comme depuis la 7e, parce que les choses qu'on apprend en 7e, comme des fois il y a des petits trucs qui restent dans ta tête pour longtemps. Comme par exemple, depuis la 7e, on nous dit de pas croire l'information qui est sur Wikipédia. Et je sais que c'est quelque chose qui est resté avec moi comme pendant beaucoup d'années. Donc à chaque fois que je vois sur Wikipédia, je suis comme, oh non, peut-être je devrais pas prendre l'information de là.
Donc, si on fait comme des workshops et on commence à apprendre les jeunes depuis leur jeune âge, ça va être quelque chose de seconde nature pour eux et ça va progresser dans leur vie adulte aussi. Ils vont avoir comme le sixième sens, comme tu avais dit l'autre jour, un peu sur le type d'informations qu'ils sont en train de prendre. Mhm. Puis il faut dire aussi que pour les jeunes, maintenant, de plus en plus, je regarde juste, il y a beaucoup, beaucoup de réseaux de recherche il y a même des articles scientifiques maintenant qui font des abrégés vidéo. Donc, sur YouTube, on peut trouver toutes sortes d'abrégés vidéo de différents articles scientifiques. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est on fait des vidéos avec des petits personnages, là, ce qu'on appelle des whiteboard vidéos. Je ne sais pas c'est quoi en français. Donc, il y a tout. Écoute, je fais partie d'un groupe de recherche où on a beaucoup, beaucoup de vidéos avec des petits bonhommes qui expliquent de façon plus simple, simplifiée, des concepts qui sont plus complexes. Puis le pire, c'est qu'il y a une de mes étudiantes qui m'a dit l'autre fois, tu sais, mais on veut pas que ça soit trop simple. Mais là, j'étais comme, non, on veut que ça soit trop simple. Le but, c'est qu'on veut que ça soit simple. Il n'y a personne qui se dit, je veux aller lire un article qui est le plus compliqué possible. Je veux aller voir une vidéo qui est compliquée. Je veux dire, sur YouTube, maintenant, il y a de la très, très bonne information. Quand on regarde ça vient d'où? Donc, ça peut être carrément un article scientifique. Ils font un petit vidéo avec des personnages qui le rendent de façon très simple. Comme la même chose, par exemple, si on regarde Cochrane avec leur résumé pour le public, c'est quand même assez simple. Donc ça, c'est facile à trouver. Les lignes directrices, moins, mais de plus en plus, ils font des résumés simples. Donc, je dirais que pour les jeunes, s'ils vont trouver ces informations-là, qui viennent de bonnes sources, je pense que le matériel est de plus en plus simplifié. Tu sais, je pense qu'auparavant, c'était comme, on veut que ça soit plus compliqué parce qu'on veut que ce soit juste les chercheurs qui aient accès. Maintenant, c'est la démocratisation. Là. On va trouver un vidéo sur YouTube qui va parler. Vous voulez savoir c'est quoi un essai clinique randomisé? C'est quoi les sources de biais? Vous allez pouvoir trouver une vidéo sur YouTube, je suis sûre, qui va tout décrire ça de façon très, très simple. Il faut juste trouver une source. Il faut que la source soit bonne. Tu sais. Si c'est, par exemple, quelqu'un d'une université, quelqu'un d'un centre de recherche, ben, c'est plus rigoureux que n'importe qui n'est pas vraiment reconnu. Là. Drayton, est-ce que tu as utilisé, par exemple, des vidéos YouTube, des choses comme ça? Ouais, en fait, quand je commençais à travailler avec vous, parce que je savais pas trop à propos des revues systématiques et tout, donc j'étais allé sur YouTube un peu pour voir les exemples, comme avec les calculs et tout, donc vraiment YouTube, c'est top notch de ces jours. YouTube est utilisé énormément. YouTube est utilisé là, énormément. Et ce qui est intéressant, c'est que Twitter, les messages sont très courts. Donc, c'est très difficile de mettre comme beaucoup d'informations très... Tu sais, si c'est plus complexe, l'information, c'est plus dur. YouTube, tu peux faire une vidéo YouTube. On a fait des vidéos YouTube de 5 minutes, mais même ça, c'est trop long. Mais une vidéo YouTube de comme 1 ou 2 minutes qui donne les éléments importants. Mais c'est difficile de faire des vidéos comme ça parce que il faut vraiment aller à l'essence puis le rendre très simple. Mais je veux dire, il y a les whiteboard vidéo, les compagnies de whiteboard vidéo là, font pas mal d'argent, je pense. C'est avec Doodly, toutes ces compagnies-là. Là, il y a plein de compagnies. Là. Je ne suis pas payée par aucune compagnie pour les nommer. Mais donc, nous, on était. Un groupe de recherche a payé pour une compagnie pour faire des vidéos comme ça. Il y a plein de vidéos qui ont été faites. C'est vraiment. Il y a eu des gens qui n'avaient aucune formation en recherche qui ont été voir les vidéos et qui ont participé dans notre recherche à cause de ça. Je regarde le clavardage, il ne semble plus y avoir de questions. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à les écrire, on peut les poser. J'avais aussi une chose, quelqu'un avait demandé, par exemple, des outils d'aide à la décision. Donc, il y a le site de Ottawa, l'hôpital d'Ottawa. Si vous faites aide à la décision Ottawa, il y a aussi la clinique Mayo qui a des très bonnes aides à la décision. C'est ça, il y a vraiment... Puis le site de l'université, le site de Ottawa, ça mène à plein d'aides à la décision qui ont été développées partout au monde. Là. S'il vous plaît, Karine? Oui? Cette nouvelle, elle est très intéressante. La clinique Mayo. Par chance, est-ce que je pourrais avoir les références par courriel, s'il vous plaît?
je vais peut-être donner les informations à Isabelle. Hein, Oui, et certainement. Virginie. Nous, on va vous envoyer le lien YouTube, donc vous allez pouvoir faire vos recherches de ce côté-là. Merci Donc, beaucoup. s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser quitter. Donc, on a pris quelques petites minutes de plus. Donc, on va vous envoyer le lien là, pour le YouTube. Là, donc, vous allez pouvoir écouter la conférence, le webinaire aujourd'hui. Donc, si jamais il n'y a pas d'autres questions, on vous invite à retourner à vos occupations. Merci beaucoup d'avoir participé et merci à Dr. Toupin-April et Grayton d'avoir été parmi nous aujourd'hui.